pas quand vous faites ça, les jeunes cinéastes, Moi, je préfère Moi, je place toujours ma caméra presque dans le regard. Ou plutôt le plus proche du regard. Vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire. Non, mais c'est pour vous. Moi, c'est votre Moi, choix. ça me dérange pas si Votre vous choix préférez, éditorial. en fonction de vous Oui, aussi. Ce sera mieux pour vous parce qu'il y a... Moi, je suis pas un Je réalisateur. veux pas casser votre concept. Non, ça donne plus d'intimité, sinon ça vous éloigne de votre sujet. Alors, c'est quoi, 20 minutes, moins, plus vous savez pas. 45 minutes. Ah Ah non, je dois être bien installé. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. C'est vraiment un honneur de vous avoir. Donc déjà, voilà, merci beaucoup. On est ici aujourd'hui pour parler de Ernest Cole, le dernier film que vous avez réalisé. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la vie et le travail de Ernest Cole pour réaliser ce documentaire sur lui et pourquoi aujourd'hui? Il n'y a pas de raison précise à ça. C'est un ensemble d'aspects qui sont pour moi importants avant que je plonge dans un projet, puisque c'est des projets souvent lourds, qui me prennent beaucoup de temps et qui pour moi aussi sont politiquement importants. Je ne fais aucun film si je ne peux rien dire à travers ce film sur ce qui se passe en ce moment même autour de moi. Okay. En ce moment, c'est Donald Trump, Gaza, Haïti, c'est tout ça. Donc il faut que le film s'ancre dans cette réalité. Ensuite, il faut que je puisse parler de beaucoup de choses différentes, mais qui sont connectées. Par exemple, dans le cas de Ernest Cole, j'ai connu Ernest Cole quand j'avais 17 ans, où j'ai été étudié à Berlin. Berlin, dans les années 70, c'était un lieu d'exil, c'était un lieu où plusieurs mouvements de libération de l'Afrique étaient encore là, l'ANC de l'Afrique du Sud, le SWAPO de la Namibie, il y avait les latino-américains, les brésiliens, les nicaraguayens, les chiliens. Soit ils étaient en exil, soit ils étaient là pour étudier, mais tous, on était réunis par des combats qu'on menait chez nous. Moi, il y avait la dictature en Haïti jusqu'en 86. L'idée, c'était d'étudier et de rentrer chez soi. Et pendant ce temps, on militait, on se battait. Et donc, les premières photos d'Ernest Cole, c'est dans ce cadre-là que je les découvre. Et à cette époque, on n'identifiait pas le photographe, il n'y avait pas la notion de star, la notion de se mettre en avant par rapport à son travail. C'était pas vraiment perçu comme ça. Ce n'est que bien plus tard, quand j'ai découvert le livre House of Bondage, qu'avec les textes et tout ça, j'ai compris la complexité de ce travail, l'exceptionnalité aussi de ce travail. Je suis passé à autre chose et puis la famille d'Ernest Cole m'a approché, la fondation, et m'ont demandé il y a 6 ans de ça, est-ce que je serais intéressé à faire un film sur Ernest Cole. À ce moment-là, j'étais pris par autre chose. Je dit, je vais les aider à rapatrier une partie du matériel, à numériser une partie du matériau, parce qu'ils étaient en train de tout rapatrier à l'université Wits, en Afrique du Sud. Donc moi, les archives, pour moi, sont importants. J'ai travaillé comme photographe, voilà, donc je sais ce que c'est un patrimoine photographique, je sais ce que c'est préserver des négatifs, etc., mettre de l'ordre dans des dossiers. Donc j'ai aidé spontanément, j'ai trouvé de l'argent aussi pour permettre tout ça. Et puis voilà, c'est 2 ans après que voilà, j'étais suffisamment familier avec tout ça pour dire ok, je vois un film. Et l'autre chose que je dis aussi souvent, c'est que un film, on peut le fabriquer en 3 ans, 4 ans, mais dans un contexte comme celui-là, les 40 années précédentes de ma vie rentrent dans le film. Ce sont des recherches que je n'ai pas besoin de faire puisque je les porte avec moi. Donc ça enrichit le film également. Est-ce que, du coup, vous considéreriez que ce film contribue à réhabiliter une histoire qui a été peut-être occultée ou... Oui, très certainement. Et en fait, c'est l'histoire de ma filmographie. J'ai
souvent eu à traiter, porter des personnages qu'on avait soit oubliés ou qu'on ne connaissait pas du tout ou qui ont été ignorés. Quand j'ai commencé à travailler sur James Baldwin, beaucoup le considéraient comme un has-been, qui n'avait plus rien à dire. Or, s'il y a quelqu'un qui a bien analysé la société américaine, voire la société occidentale, c'est Baldwin. Et ces mots nous percutent aujourd'hui encore. Donc, oui, c'est une partie du travail aussi, de ressusciter des éléments, des personnages, des paroles, des écrits qui, moi, ont changé ma vie. Et dans ce cas présent, Cole fait partie de mon paysage, de ma biographie, des choses que j'ai traversées dans ma propre vie. Pour moi, cet attachement, ce lien organique est important parce que mettre son énergie dans un projet, pour des raisons commerciales ou pour des raisons purement artistiques, ça ne m'a jamais intéressé. Je suis venu au cinéma par le politique. Donc c'est ça qui me permet de survivre, parce que c'est compliqué parfois, même si on est un peu privilégié dans ce monde du cinéma, mais qui me permet de trouver du sens dans ce que je fais. Faire du cinéma pour du cinéma, ça ne m'aurait pas suffi. Est-ce que parmi les figures contemporaines vivantes, il y a des artistes ou d'autres personnes qui vous inspirent, ou est-ce que vous préférez vous concentrer sur justement redonner la parole aux morts plutôt qu'aux vivants? La position dans laquelle je suis fait que je dois faire des choix. C'est-à-dire, je viens d'un continent dont on a très peu parlé dans l'histoire, même si Haïti a eu un rôle majeur dans la construction de l'Amérique, dans la construction du capitalisme même. Mais cette histoire, elle n'est pas considérée ou elle n'existe pas vraiment dans l'histoire telle qu'elle est racontée par les dominants. J'ai une responsabilité aussi de ressusciter cette histoire, de la rendre présente, elle m'habite, et vu la place qu'elle a réellement dans l'histoire du monde, il faut qu'elle retrouve sa place. Et c'est la même chose pour l'ensemble de ces personnages. Quand je fais Lumumba, c'est parce que Lumumba dit quelque chose sur les rapports Est-Ouest de l'époque, dit quelque chose sur la décolonisation et la post-colonisation. Le Congo est au centre des batailles entre l'Est et l'Ouest à l'époque. Le Congo est un État parmi les plus riches du continent africain. L'uranium du Congo a servi à fabriquer la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc tous ces liens-là ne sont pas perçus. Or, ils font partie de l'histoire. Quand un président comme Sarkozy dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, ça montre une parfaite ignorance de sa propre histoire. C'est-à-dire, mon travail, c'est de remettre ça à l'endroit et de boucher ces énormes trous d'ignorance. Mais il y a tellement à faire, donc je dois faire des choix puisque je ne peux pas tout faire. J'espère que d'autres le font aussi. Je sais que d'autres le font aussi. J'ai pas l'embarras du choix. Par contre, je dois faire des choix parce que voilà, je ne peux pas tout faire. Parmi les choix que vous faites ou que vous avez faits, Ernest Cole ou James Baldwin, qui sont de grands artistes, est-ce que ce biais de l'art, c'est un biais que vous préférez justement Un artiste, au plus profond, c'est quelqu'un qui absorbe ce qui se passe autour de lui et qui essaie de le redonner sous une forme absorbable pour les autres, une forme qui puisse les nourrir, qui puisse les instruire, qui puisse leur donner du courage, qui puisse les aider à trouver qui ils sont. C'est ça un peu la destinée de l'artiste. Il a un rôle à jouer dans la société. Moi, j'ai jamais accepté dire qu'on est artiste pour l'artiste. Il y a souvent des artistes qui disent « ouais, c'est ma liberté, c'est l'art pour l'art ». Non, ça n'existe pas. Si on fait l'art pour l'art, c'est un art inutile. Il ne sert à personne, il ne sert pas à la société. Ça ne veut pas dire servir dans un sens pragmatique, il faut un résultat. Non, mais il faut que ça exprime quelque chose qui puisse intéresser ses concitoyens et même voir la postérité. Pour moi, c'est un privilège d'abord, puisque on vous
pousse pas ou oblige pas à devenir mineur dans une mine de charbon. On a le choix de créer des choses et la société vous paye pour ça. Donc c'est quelque chose que vous devez redonner à la société. Et c'est dans ce sens-là que je vois également mon travail. C'est pas se revendiquer artiste juste comme une sorte de privilège qui proviendrait de votre talent ou de votre utilité ou simplement de dire voilà j'existe, donnez-moi ma place. Non, ça ne suffit pas. Il y a une époque de ma vie, quand on regardait mon cinéma, on dit ah, vous êtes un cinéaste engagé. Je dis mais ça veut dire que moi j'ai le job d'être engagé et vous faites quoi? Donc vous êtes citoyen comme moi, donc pourquoi moi je dois être engagé? Ça veut dire que vous, en fait, vous êtes satisfait de l'état des lieux. Vous êtes satisfait du statu quo. Moi, je m'engage comme tout citoyen. Être citoyen, c'est s'engager. Ça veut dire que c'est même la base de la démocratie. La démocratie, c'est s'intéresser aux affaires de la cité. Et ça va même plus loin, ça dit citoyen éduqué et formé qui s'intéresse aux affaires de la cité. Donc voilà, et on en est loin aujourd'hui. Alors là, c'est plus spécifique à Ernest Cole. Mais la responsabilité d'un artiste issu d'un système d'oppression, c'est justement de documenter ces luttes pour l'émancipation ou, justement, au contraire, est-ce qu'on doit s'en détacher comme ce que Ernest Cole a tenté de faire après House of Bondage? C'est deux choses différentes. Quand il est en Afrique du Sud, en tant qu'artiste, il considère d'abord, il est sensibilisé à ce qu'il voit. C'est ça le travail de l'artiste, comme je disais tout à l'heure. Il absorbe ce qu'il voit et essaie de le donner sous une forme qui puisse avoir un impact émotionnel, un impact sur la beauté, un impact sur la colère. En fait, il retraduit ce qu'il observe dans la société et ce qui le fait réagir également. Donc c'est ça son travail. Ça n'a pas besoin d'être utilitaire dans ce sens-là. Il se peut que le travail qu'il fabrique n'est pas compréhensible tout de suite ou compréhensible pour tout le monde, mais s'il a bien fait son travail, on respecte le résultat de ce travail. Il y a des artistes qui sont très obscurs dans leur démarche. Là, ça peut être la beauté de ma société ou la beauté de la nature, de là où je vis. Là, ça peut être beaucoup de choses. Et puis je le redonne, je le transforme. Il y a quelque chose aussi de jubilatoire parfois là-dedans. Mais quelque part, ça ne peut pas être gratuit dans le sens que, vous savez quoi, tous les jours, je vais photographier un verre de lait. Voilà, c'est ça mon destin. Et bon, au bout d'un moment, on dit, mais oui, mais c'est quoi ça? Est-ce que ça veut dire on l'achète cette photo parce que c'est un joke ou voilà, il y a tout l'aspect spéculatif. Bon, l'auction de la banane l'autre jour a revendu ou réacheté pour des millions. Voilà, c'est bon. Même lui, même si lui, il y a un côté ironique de la chose. Mais aux États-Unis, quand il dit que il ne peut pas travailler comme il le voudrait, c'est par le fait qu'on l'identifie à sa couleur de peau. Donc on lui dit, voilà ce que toi tu es censé faire. Donc on lui donne des missions qui ont à voir avec sa couleur de peau, ce qui est une réduction bien sûr inadmissible pour un artiste. Il ne dit pas je suis un photographe noir, il dit je suis un photographe. Donc je m'intéresse aussi bien à la mode, je m'intéresse aussi bien à tout ce qui se passe autour de moi. Et d'ailleurs, on le voit dans ses photos, il va partout, il est intéressé par beaucoup de choses différentes. Il vient d'un état qui le censurait, dans lequel il n'avait aucune liberté en tant qu'être humain ni en tant qu'artiste, pour arriver dans un monde où il est censé... Parce qu'à l'époque, ce monde-là est vendu comme le monde libre. Oui. C'est un terme utilisé. Or, il se rend compte que c'est pas totalement une liberté. C'est une liberté pour certains et pas pour d'autres. Donc, comme vous l'avez dit, il a pris ce qu'il a vu autour de lui, mais c'était quand même
une arme, entre guillemets, de vérité. Voilà, il montre ce qui se passait en, en Afrique du Sud. Et pour le thème de la photographie en général, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution de la photographie comme un tel outil? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut utiliser la photo comme un outil aussi puissant? Oui, bien entendu. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que la photo veut dire, de où on la publie, comment on la publie, est-ce qu'on l'accompagne de texte ou non. Oui, non, moi je pense que des photos peuvent profondément alerter, émouvoir, changer la perception d'une chose, troubler les préjugés. En même temps, le cadre, je dirais, médiatique d'aujourd'hui change beaucoup de choses. Je ne vais même pas commencer à parler de l'intelligence artificielle où on entre dans tout à fait autre chose, mais c'est clair que la marchandisation de la photo est détrimentale à la photo. On a perdu un certain rapport par rapport à la photo et par rapport à la consommation aussi de la photo. La vraie décision, c'est une décision que la postérité dira. Quelles sont ces photos qui vont survivre? Le test du temps. J'ai vécu le moment où, quand je faisais de la photo, c'était des rouleaux de négatifs et que je développais moi-même dans ma chambre noire. Donc c'est un autre rapport et on circulait dans une ville ou sur un sujet quelconque et quand on ramenait une ou deux photos dignes de ce nom, on était heureux. Et on ne cliquait pas sans photo parce que ça coûtait de l'argent. Le papier photo était extrêmement cher. Donc on ne développe pas tout ce qu'on a ni tout ce qu'on veut. Pour moi, bien entendu, sauf si on est un photographe de mode où on a besoin de moments différents ou d'autres raisons, ou de sportifs, etc. Mais on reste quand même dans une photographie qui, c'est une photo qui va dire une vérité. Ça ne peut pas être, on envoie un grand, c'est comme les grands filets au fond de l'océan, on ramène tout et puis on choisit ce qu'on veut. Ce n'est pas le même rapport. Donc, encore une fois, oui, je suis pour la démocratisation de la photo, mais ça ne fait pas de tout le monde un artiste, ça ne fait pas de toute photo une œuvre d'art. Donc voilà, et c'est le temps qui le dira, ce qui restera de tout ça, de cette multitude de clichés. Où est-ce qu'on va placer maintenant les influenceurs, toutes les photos qu'ils font? Quelle va être leur place dans l'histoire de la photographie? On ne sait pas. Je ne suis pas sûr que ça va rester, mais voilà, sauf pour des nécessités anthropologiques et sociologiques. Quelle est la plus grande force de la photo face à d'autres médias comme le cinéma, mais donc c'est l'aspect tangible, plus instantané? Chaque chose a son efficacité au moment où on l'utilise, si ce moment est le seul. Si on est dans une situation où on ne peut qu'utiliser une photo, ou faire une photo en cachette, ou filmer une vidéo, voilà, ça ne se pose pas. Ça dépend toujours des circonstances, ça dépend de ce qu'on veut en faire, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vrai que si on est sur un terrain de guerre, avec une caméra photo, on est plus libre qu'avec une caméra. D'ailleurs, on voit bien chaque année ces fameuses photos World Press photos, c'est en général quand même des photos qui portent, quoi, qui ont un impact très fort. Donc ça, on ne peut pas l'inventer, même si, là aussi, je crois que la dernière photo qui a gagné, c'était une photo de l'intelligence artificielle. C'était bon, il a fait le tel, après je pense qu'il a dit la vérité. Mais voilà, ça questionne aussi les idées de perception et d'impact, d'authenticité, d'organicité aussi de la photo. Donc oui, je pense qu'il faut toujours être éveillé par rapport à ça. Il n'y a pas de recette
ou de règles qui existent une bonne fois pour toutes. Il faut simplement toujours pouvoir questionner la photo, le médium, le contexte dans lequel on l'emploie, l'éthique. Par contre, c'est l'histoire et l'évolution des sociétés qui diront qu'est-ce qui va survivre, qu'est-ce qui finalement est une grande photo ou pas. Peu de gens avant vous auront vu ces images. Longtemps, on les a crues perdues, jetées dans quelques décharges municipales. Près de 60 000 de mes photos et négatifs. Je vous vois. Je vous vois tous les jours. Peut-être que d'autres ne vous voient plus. Vous trouvent trop commun. Pas assez exotique. On ne vous regarde même plus. Pour moi, tout est nouveau. Chaque sourire, chaque regard, fixant l'appareil photo ou l'évitant, regardant ailleurs. À travers le film et puis même en connaissant sa vie, on voit que la photo de Cole, elle est très... elle capture l'oppression de manière très humaine, en fait. Enfin, la partie humaine de l'oppression. Et maintenant, c'est une question pour vous spécifiquement. Comment vous avez réussi justement à combiner cette perception de la photo humaine et votre approche artistique, votre conception créative? Alors, il y a un certain nombre de choix que je prends très tôt. D'abord, la première, c'est, voilà, un film, c'est une histoire que je raconte. Donc, je ne fais pas des films didactiques, c'est-à-dire où je raconte des événements date pour date, où je fais une accumulation de matériaux. Non, je raconte d'abord une histoire. Le cinéma politique que j'ai décidé de faire, c'est un cinéma qui reste cinéma. Je viens d'une génération avant moi qui faisait du cinéma militant. Et ça servait que à convaincre les convaincus. Et à l'époque, c'était pas important. Est-ce que la mise au point était parfaite? Est-ce que le son était parfait? Il s'agit du slogan. Moi, j'ai appris de ce cinéma, mais j'ai compris que le combat, c'est d'aller vers les autres. C'est ceux qui n'ont pas accès à ça, ceux qu'il faut convaincre. Le choix narratif est important. Donc, pour Cole, c'est clair, je dois raconter une histoire. Et le deuxième choix, c'est Cole lui-même qui doit raconter son histoire. Je ne vais pas interviewer des experts qui vont me raconter l'histoire de Cole, parce qu'en fait, on est tous les deux perdants. Cole perd la maîtrise et moi, je perds la maîtrise de mon film. Donc, première décision, c'est une décision de liberté. C'est Cole qui raconte et moi qui fabrique. Et je fabrique sous la dictée de Cole, en essayant de le comprendre le mieux possible. Une fois que j'ai ça, j'ai un angle et j'ai un axe pour faire tous les autres choix, y compris les choix des photos. Je choisis des photos qui permettent de raconter son histoire telle qu'il la ressent, telle qu'il la décrit. Il y a le livre House of Bondage où il y a déjà une bonne partie de ce qu'il a à dire et de comment il le dit, quel est son style, quelle est sa position politique, quelle est son analyse de sa société. Donc moi, quand j'ai ça, je peux non pas inventer, mais je peux écrire à partir d'une recherche que je vais faire. C'est-à-dire, je cherche des témoins qui l'ont croisé, puisque c'est lui qui raconte sa vie, qui raconte, alors mieux que sa vie, il raconte comment il part de célébrité et il finit dans l'oubli. Voilà, c'est ça, cette histoire que lui, il raconte, puisque personne ne l'a raconté. Tu vois, on dit il était célèbre et puis il est devenu homeless, sans-abri, parano, malade, etc. Mais ça ne dit rien de toute une vie. Ces choix-là que je fais, et ensuite, ça se développe de manière organique. Je ne m'assieds pas et j'écris l'histoire de A à Z. Je commence avec ABCD. Cet ABCD me permet d'imaginer la deuxième partie, etc. Et c'est un va-et-vient permanent
entre les recherches, le montage, l'écriture, et je rajoute d'autres aspects quand je sens, tiens, je peux rajouter. Donc ça se construit. Un film comme ça n'est pas conçu du bout à bout, et puis on va juste commencer le montage, et puis le texte n'est pas écrit bout à bout dès le début. Non, j'écris des morceaux de texte sur lesquels je suis convaincu ou qui fonctionnent pour moi. Puis je vais chercher les photos, les films, les documents qui vont avec. Une fois que ça commence à prendre forme, je peux imaginer la deuxième séquence, la troisième séquence. C'est comme, parfois, il y a une séquence qui est forte, mais je n'ai pas encore décidé de son emplacement. Et ça, mais je peux déjà dire, dans le montage, je peux dire, ça, c'est une séquence qui ira vers le milieu. Ou ça, c'est une séquence vers la fin. Puis petit à petit, comme une mosaïque, comme un puzzle qu'on résout, on a une ligne fondamentale, mais les morceaux n'ont pas forcément toujours leur place. Je peux donner un exemple, la série qu'il fait sur les deux amoureux dans un coin de rue à New York. Il fait des tas de clichés. Et quand je vois ça, je dis, ça c'est une séquence. Mais où je vais la mettre, j'en sais rien encore. Peut-être même que je serai obligé de la sacrifier parce que ça ne rentre pas. Mais dans le montage et l'écriture, il y a un moment où je sens qu'il y a cette espèce d'absence d'amour qu'il a, cette isolation, et il passe un bon moment à photographier, je ne sais pas combien de clichés qu'il fait. Il y a un rapport quelque part, il y a une chaleur qui cherche, donc ça, je le reconnais. Et d'ailleurs, cette série fait sens parce qu'à un moment donné, la femme regarde la caméra. Sinon, ça aurait été totalement une scène voyeuriste. Mais ce moment de regard devient qu'elle voit et elle rigole de ça en plus. Elle réagit à la caméra. Et donc, ça devient une formidable séquence. Mais où je vais la mettre, j'en sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses où je suis plus clair, mais il y en a d'autres, ça prend du temps, qui prennent leur place dans le film. Donc vous avez aussi répondu à une autre question que j'avais qui était est-ce que vous avez consulté du coup historien professionnel de photographie, mais juste des témoins? Non, j'interroge certains parce que je veux avoir une information précise sur une photo, sur un lieu, sur une technique, mais non, c'est parce que ça devient un autre film. Ça devient, aux États-Unis, on emploie la formule Talking Heads. Donc c'est un film où, en tant qu'auteur, c'est un film dont on n'a pas la maîtrise, puisque le film va dépendre de ce que vous recueillez. Moi, j'essaie d'approcher le plus près possible d'un personnage qui, moi, m'a touché, qui, pour moi, veut dire quelque chose. Et je veux qu'il dise la même chose aux autres. Donc c'est une approche différente. Et là, il faut lui donner toute sa place. Mon devoir même, c'est d'être le plus proche de l'auteur, d'autant que très souvent, on me donne accès à tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est une énorme responsabilité. Je ne peux pas avoir cet accès et dire je vais m'appuyer sur tous les experts. Et en fait, ils vont raconter l'histoire. Non, c'est à moi de faire les choix, de décider de raconter le plus proche possible du personnage. Et si quelqu'un d'autre décidait de faire un documentaire, par exemple, sur Ernest Cole, vous refuseriez du coup de témoigner en tant qu'expert d'Ernest Cole maintenant que vous avez fait Non, mais c'est une... Comment dire? C'est une position que j'ai, que je refuse toujours d'être commentateur dans le film d'un autre. C'est pas mon job. Voilà, et aussi il y a une chose, je refuse de devenir expert. J'aurais pu passer ma vie à être l'expert de Lumumba, à être l'expert de Baldwin. Non, c'est pas. Une fois que ces films sont faits, je pense que j'ai fait le film pour ces personnages. Après, chacun a la liberté de reprendre un thème, de reprendre un autre angle, mais ce que j'essaie de faire est différent. Là, pour ce film, Ernest Cole, qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne Ah non, mais ça, c'est pas à moi de le dire. J'essaie de ne pas tout livrer comme un objet de consommation.
Donc on a tout, et puis ça y est, c'est bien arrondi, on a bien livré la marchandise, et on sort de là, on a tout, on sait tout. Non. Moi, je veux que le spectateur participe à la construction de l'histoire. C'est comme si je faisais des ellipses, je prends un ciseau et puis je coupe des petits morceaux d'histoire, parce que vous êtes obligé de le compléter, de voir, ah, pourquoi il passe de là à là. Et donc ça vous met dans une position active. Vous Vous engagez n'êtes le pas, spectateur. absolument. Et c'est quelque chose de délicat, parce qu'il ne faut pas perdre non plus le spectateur. Donc tout participe à ça, le texte, le montage, la musique, le bruitage. Tout ça, c'est... parfois, je sens la nécessité de mettre un moment plus ludique. Ensuite, je peux... Voilà. Ça, c'est ça la dramaturgie, c'est faire en sorte qu'on aide celui qui observe ou qui assiste ou qui écoute ou qui voit le film, qu'il participe, et en même temps qu'on l'accompagne, et qu'on sait quelle histoire qu'on raconte, que la personne ne soit pas perdue. Parfois c'est juste un silence, parfois c'est juste un paysage, parfois c'est juste la musique. C'est comme vous subissez un choc, je ne peux pas vous mettre une autre taloche juste après, quoi. Il faut laisser décanter. Et parfois, je mets quelque chose de drôle. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je dis toujours, on monte avec Alexandra de manière organique. Alexandra, il n'y a pas meilleure spectatrice, parce que on peut avoir vu le plan 50 fois, et puis on se le repasse, on éclate de rire. Oui. Avoir cette capacité d'être toujours dans le film, c'est ça qui nous permet de... Et en même temps, je suis très structuré, j'ai fait des études d'ingénieur, donc voilà, on a une base et puis on construit. Puis on peut décider, ah tiens, j'ai de la place pour construire une aile. Mais si on n'a pas la base, on ne peut pas avoir pensé à l'aile. Donc c'est un mélange de quelque chose de très structuré et en même temps de très organique. Et je joue sur les deux tableaux tout le temps. Moi, ça me plaît aussi à chaque film de tester les formats, de casser les formats. C'est le propos qui doit trouver sa forme. On remarque que, comment dire, que Ernest Cole rêvait d'évoluer, comme on l'a mentionné tout à l'heure, que voilà, qu'il était empêché, mais c'est jamais dit explicitement par qui et par quoi il était empêché. Si, je pense qu'on devine quand même que c'est le système lui-même, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui, et d'ailleurs pas seulement pour les Noirs, mais pour les femmes, voilà, il y a une caste qui estime que c'est eux qui décident ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, à quel milieu vous appartenez, à quelle classe, etc. Lui, il le dit directement en disant, voilà, je ne reçois que des missions qui ont à voir avec la couleur de ma peau. Donc voilà, c'est tous les donneurs d'ordre, c'est tous les magazines, les journaux, et on choisit, le rédacteur en chef choisit, j'envoie qui, par rapport à quels critères. Donc, mais malheureusement, dans son cas, on ne dit pas, tiens, je l'envoie lui parce qu'il a une expérience de guerre. Non, on l'envoie lui parce qu'il est noir. Alors, il passera mieux. Alors, je ne dis pas, il y a des endroits, s'il faut aller incognito et que c'est un milieu noir, vaut mieux envoyer un photographe noir. Mais pour lui, c'est simplement, il dit, voilà, je ne veux pas être le chroniqueur de la misère. Quand on voit ces documents dans le coffre, il y a des tas de magazines de mode. Donc on voit qu'il voulait aller dans la mode. On voit comme tout photographe, les photographes travaillent souvent sur différents thèmes. Il y a des thèmes, c'est étendu sur 10 ans. Il y a des thèmes sur plus. Il y a des thèmes, c'est sur pendant une semaine, il va photographier tel sujet. Il sent que voilà, la matière est suffisamment riche, foisonnante, et répond à ce qu'il cherchait. Il peut publier un livre ou il publie un dossier. Mais tout le monde, en général, quand on est artiste, on n'est pas artiste dans un seul créneau. On teste, on cherche, on essaie beaucoup de choses. Et puis il y en a qui arrivent, qui aboutissent, il y en a qui... Comme un écrivain, c'est pareil.
À l'instar d'Ernest Cole, vous avez vécu ces mêmes empêchements, ces mêmes, est-ce que vous avez été confronté Ouais. aux mêmes Oui, problématiques? aujourd'hui encore. J'ai Aujourd'hui des... encore? Ah ben bien sûr, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Quand j'ai des scénarios aujourd'hui à Hollywood que je sais très bien qu'ils ne sont pas financés parce qu'ils prétendent que un sujet comme celui-là ne trouvera pas un public, mais dans leur tête, c'est un public blanc. Voilà. Et c'est l'histoire de ma vie. Aucun des films que j'ai faits n'aurait pu être financé de manière normale, puisque il faudrait que j'explique à ces gens-là qui sont, mais qui est Lumumba, qui est Baldwin, qui est Ernest Cole. Ce qui m'a sauvé, c'est quelque chose que j'ai choisi dès le début, c'est d'être mon propre producteur. Donc je n'ai pas à demander la permission à qui que ce soit. La différence avec Ernest Cole, c'est que j'ai trouvé comment me battre à travers ça. À l'époque, c'était plus compliqué déjà aussi. Et voilà, mais disons que moi, ça m'a permis de comprendre ce qu'il vivait. Parce que d'ailleurs, je pourrais même le dire par rapport aux femmes. C'est le même problème que rencontrent des femmes et d'autres membres de la société, parce qu'ils sont pas forcément, ou ils sont presque jamais représentés dans les cellules de décision, dans les cellules de pouvoir. Et ça, on le voit, pas seulement dans le monde artistique, mais dans le monde industriel, etc. Donc si vous n'êtes pas dans le lieu où le pouvoir, la décision se prend, vous êtes déjà en position défavorisée. Quel conseil, vous, personnellement, vous pourriez donner à de jeunes artistes, ou pas nécessairement jeunes, mais à des artistes, que ce soit des photographes ou des cinéastes, qui souhaitent justement, voilà, pas faire comme vous, mais traiter de questions politiques, mais des questions quotidiennes, si vous en avez un. Alors, la première chose que je dirais, il n'y a pas de recette. La deuxième chose, c'est que chacun doit trouver sa manière de se battre dans un contexte où il se sent à l'aise, dans un contexte où il ne se sent pas contraint à faire des choses qu'il ne veut pas faire ou qu'elle ne veut pas faire. Être attentif à ce qui se passe autour de soi. Nous sommes malheureusement dans des sociétés, surtout dans le monde occidental, où il y a un retour vers soi-même, vers sa propre intimité, vers son petit clan, vers sa petite tribu, et on oublie le reste du monde. Alors que tout ce qu'on vit aujourd'hui est assis sur le reste du monde. Et donc, si on n'est pas conscient de ces proportions, de ces différences, de ces contrastes, de ces contradictions, et on se dit, voilà, ma petite vie d'artiste, enfin, je suis un peu ironique, mais c'est pas ça qui donne du sens. Le sens, c'est quel rôle vous jouez dans la société où vous vivez, à quoi vous servez. D'ailleurs, déjà, vivre dans un pays comme la France, c'est un privilège. Parce que, voilà, on peut dire que beaucoup des grands problèmes sociaux sont résolus. On ne va pas mourir dans la rue parce qu'on n'a pas eu une piqûre. On va pas, voilà, on peut être vacciné, on peut, voilà, il y a, même si l'hôpital ne marche pas bien, voilà, il y a plein de problèmes. Mais on peut dire qu'on est privilégié par rapport à la vaste majorité du monde. Donc ça vous donne aussi une responsabilité. Si vous ne savez pas d'où vient cette prospérité, sur qui a payé pour ça, pour qu'on puisse avoir un minimum de paix ici. Est-ce que ça vous interpelle ou pas? Ou est-ce que vous dites, c'est pas mon problème, moi je m'occupe de ma petite baraque, je fais mon truc à moi. C'est une sorte d'irresponsabilité quelque part, parce que vous le voulez ou non, à un moment ça va vous exploser à la figure. Donc voilà, on sort de Paris, on voit des tentes partout, on les déplace régulièrement, voilà, mais on ne cherche pas à résoudre. On pousse ça un peu plus loin, on gagne 2 mois, 3 mois, et puis voilà.
Donc c'est toutes ces choses-là. Est-ce que, en tant que jeune, par exemple, qu'est-ce qui vous interpelle? C'est à vous de trouver. Et où est-ce que vous voulez mettre votre énergie, votre intelligence, votre talent? Et c'est une décision il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas... Parce que quand on commence là-dedans, on espère qu'on va le développer, on va développer d'autres angles, etc. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose qui vous donne l'envie de vous réveiller le matin et d'aller vous battre pour ça. Donc voilà, il faut, moi, pour en résumé, être conscient de ce qui se passe autour de vous et être conscient de votre place là-dedans. Parce que personne n'est innocent. Personne n'a plus de privilèges que d'autres, ne devrait avoir plus de privilèges que d'autres. Donc quand vous l'avez, quelle utilisation vous en faites? Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. J'ai Merci parlé beaucoup encore. plus que je le fais d'habitude. Donc voilà, non, c'est bien. Je prends ça comme un compliment. Ouais, alors. non, c'est absolument. Je m'appelle Ernest Cole. Je suis né le 21 mars 1940 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dans les années 60, chaque jour, chaque heure, et malgré le danger, j'ai photographié l'apartheid sans m'arrêter. Le monde entier s'est ému cette semaine des sanglants incidents dont l'Afrique du Sud a été le théâtre. Dans les regards, les gestes, j'ai essayé de trouver du sens, là où il n'y en avait plus. Chroniquer la misère, l'injustice, la cruauté était devenu mon quotidien. Mais exposer la vérité a un prix. Cela s'appelle l'exil. Je pensais découvrir un nouveau monde de liberté, d'égalité. De New York au sud des États-Unis, je photographiais ses corps, ses regards, furtivement croisés. Pourtant, une réalité s'est vite imposée. En Afrique du Sud, j'avais peur d'être arrêté. Dans le sud de l'Amérique, j'avais peur d'être tué. Mais je n'ai jamais arrêté de photographier. Un seul instant.